L'héritage de Trump ne va pas s'en aller parce qu'une partie de son héritage est finalement un héritage incontournable, positif ou simplement réaliste. Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, en ces débuts de semaine, nous allons essayer de revenir un peu sur les événements marquants aux États-Unis de la semaine dernière, sur cette passation de pouvoir, le départ de Donald Trump, l'arrivée de Joe Biden avec déjà des mesures prises par le nouveau président américain. Revenons un peu sur le départ, on va dire en demi-teinte de Donald Trump. Est-ce que vous pensez véritablement que il a totalement raté sa sortie, que si finalement il n'y avait pas eu ces événements du Capitole d'il y a un peu plus de 2 semaines, eh bien Donald Trump aurait pu rester, laisser un héritage qui reste gravé dans l'histoire des États-Unis? On va essayer de répondre à votre question de deux façons différentes. Premièrement, il y a eu des sondages sur le bilan de Trump qui ont été faits par des instituts de sondage américains. Le sondage le plus défavorable à Trump indique que 40% des Américains considèrent que, en gros, son action a été bonne pour les États-Unis. Quand on tient compte du fait que, premièrement, il a perdu l'élection de novembre, deuxièmement, que le fait de ne pas reconnaître sa défaite a été énormément critiqué, et que, troisièmement, les incidents qui se sont déroulés au Capitole le 6 janvier ont vraiment choqué la plus grande partie de l'opinion américaine, eh bien 40%, ça reste quand même un chiffre très élevé. Mais il y a un autre sondage. Alors, ce premier sondage, c'est le sondage NPR de la télévision, radio et télévision NPR, qui est une radio-télévision publique plutôt orientée à gauche. Et le deuxième sondage par Rasmussen, un sondeur privé important qui est considéré comme un peu plus orienté à droite, mais un peu plus seulement, indique que 51% des Américains ont une bonne opinion de Trump. Ces chiffres, compte tenu encore une fois de ce qui a marqué la fin de l'administration Trump depuis les élections de novembre, ce sont des chiffres extrêmement élevés. Et donc, déjà, on peut dire que politiquement, l'administration Trump s'en va, mais Trump ou le Trumpisme ne s'en vont pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas sûr que, au-delà des mesures spectaculaires prises par Biden, des ordonnances, executive orders, qui ont été prises pour annuler un certain nombre de décisions de Trump, je ne suis pas sûr que l'essentiel de la politique de Trump va être si facilement remise en question par la nouvelle administration. Et j'en veux pour preuve que le nouveau secrétaire d'État a Blinken? dit, et ceci a stupéfait beaucoup de gens en Amérique, il a dit que, par exemple, par rapport à la Chine, Trump was right. Trump avait raison. Donc, il y a un sentiment en Amérique que Trump s'en va, mais Trump ne disparaît pas en tant que phénomène politique aux États-Unis, et que, d'autre part, l'héritage de Trump ne va pas s'en aller parce qu'une partie de son héritage est finalement un héritage euh, incontournable, positif ou simplement réaliste. Alors, pourtant, on voit que l'une des premières mesures de Joe Biden a été, par exemple, de réintégrer les États-Unis dans la conférence dans l'accord sur le climat, de réintégrer les États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé, dans les différentes institutions internationales. Est-ce que l'on peut dire que là aussi, c'est-à-dire de ce point de vue-là, eh bien, l'héritage de Donald Trump va être totalement bouleversé, totalement mis de côté? Je ne crois pas, parce que, comme le faisait remarquer l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine, vous savez, qui a été le ministre Oui. des Affaires étrangères de Mitterrand,
euh, l'Amérique, effectivement, rompt avec l'espèce de néo-isolationnisme, encore que ce n'était pas vraiment un néo-isolationnisme de Trump, mais en fait, elle revient dans toutes ces institutions en disant, nous revenons pour exercer notre leadership. Donc, c'est un retour, mais ce n'est pas pour l'instant, enfin, on ne sait pas comment les choses vont tourner, mais pour l'instant, ce n'est pas exactement une capitulation. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important, ce qui est essentiel, c'est que la victoire de Biden n'est pas la victoire d'un parti démocrate homogène. Oui. C'est la victoire d'un parti démocrate profondément divisé. Si j'étais un peu caricatural, je dirais qu'il y a une tendance libérale modérée qui représente, entre autres, le grand capital américain actuel, toutes les entreprises mondiales basées en Californie, notamment les GAFA, etc. Et d'autre part, il y a une extrême gauche extrêmement virulente et qui, derrière Sanders, avait failli remporter la primaire en 2020. Et donc, l'un des problèmes politiques de Biden et de son entourage, c'est comment est-ce qu'on tient l'attelage lorsqu'on a deux chevaux qui courent vraiment dans des directions assez opposées. On va savoir assez rapidement ce qui se passe. Pour l'instant, ce que l'on a vu, c'est que tous les postes essentiels sont allés plutôt à des démocrates considérés comme libéraux, modérés, mais que derrière, il y a toujours un adjoint qui appartient à la tendance beaucoup plus extrémiste, beaucoup plus radicale du Parti démocrate. Comment cela va fonctionner, on ne sait pas. Alors, lorsque Joe Biden, dans son discours d'investiture, parle à de multiples reprises d'unité au sein de la nation, est-ce que vous pensez que c'est le personnage qui est capable de restaurer l'unité au sein de la nation américaine ? Vous savez, dans un homme politique, il y a l'image et il y a l'action. L'image de Biden, c'est une image qui est douce, qui est apaisante. C'est l'image d'un grand-père. Sa carrière politique a été quand même une carrière qui s'est plutôt faite dans l'aile modérée du Parti démocrate. Dans les années 70, par exemple, Biden appartenait même carrément à l'aile droite du Parti démocrate. Donc, ça, ce sont des éléments personnels qui jouent plutôt en faveur d'un président d'apaisement. Mais ensuite, il y a la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que d'abord, Biden est très âgé. Bien sûr, un homme âgé peut continuer à être un homme d'État. Il y a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire de la politique mondiale de ce type. Mais il n'en reste pas moins que c'est un homme très âgé. C'est un homme, je le répète, qui gouverne avec un parti démocrate extrêmement divisé. Et enfin, le troisième point, c'est que il y a une moitié de l'opinion américaine qui, aujourd'hui encore, soutient totalement Trump. Au point que, par exemple, c'est un point, personne ne sait comment les choses vont évoluer, mais il y a des bruits qui courent selon lesquels, en fait, furieux de la trahison ou disons des réactions de certains républicains depuis l'élection de novembre, Trump envisagerait purement et simplement de lancer un nouveau parti, distinct du Parti républicain, les Patriotes. Le Parti patriote. Et la grande question est de savoir si les électeurs républicains d'aujourd'hui vont passer, s'il y a ce nouveau parti, s'ils vont passer du côté de ce nouveau parti ou s'ils vont rester quand même fidèles au Parti républicain. Alors un mot sur notre région, hein, puisqu'on en parle beaucoup, bien entendu. À votre avis, quels sont les points de l'héritage, on va dire, politique de Donald Trump ou diplomatique de Donald Trump que l'administration Biden va conserver? On le sait déjà, par exemple, ça a été clair, l'ambassade restera à Jérusalem. Mais est-ce que, par exemple, vous pensez effectivement qu'Israël sera plus présente avec les pays du Golfe dans un dialogue visant à restaurer l'accord de Vienne? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Ce que l'on sait, c'est que l'un des éléments
du rapprochement entre un certain nombre de pays arabes et Israël. D'abord, on sait maintenant, il y a eu, vous les avez vus comme moi et comme tout le monde, il y a eu des révélations qui sont intervenues. On sait par exemple que les accords d'Abraham ont été négociés pratiquement dès l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Il y a eu 4 ans de préparation. Mais l'un des points importants sur lesquels se sont fondés les accords d'Abraham, c'est le refus de toute concession face à l'Iran. Donc en fait, c'est un refus de l'accord nucléaire sur l'Iran. Donc il se peut que les États-Unis rentrent dans cet accord. Mais ça veut dire, est-ce que par exemple, on peut espérer de Joe Biden qu'il conclue un accord avec l'Iran, et un accord qui inclurait par exemple les problèmes des missiles balistiques, la problématique de l'expansion iranienne en Syrie, des éléments qui ne figurent pas du tout dans l'accord de Vienne? C'est possible. Les diplomates iraniens sont assez intelligents ou assez futés pour signer de leur côté un tel accord. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est de savoir ou de ne pas savoir qu'un accord avec l'Iran est contre-productif et n'est qu'un moyen pour l'Iran de gagner du temps et de continuer à poursuivre ses objectifs. Et l'objectif numéro 1 étant de se doter de l'arme nucléaire. Ou bien vous comprenez cela, ou bien vous ne comprenez pas ça. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans l'administration Biden, c'est que dans toutes les positions importantes qui vont avoir à gérer la politique internationale, il y a des gens qui ont soutenu et qui ont même été en fait les négociateurs, les formulateurs de l'accord avec l'Iran. Donc voilà toute la question. Les Arabes de leur côté, les pays arabes, les mêmes pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham, qui sont entrés dans la logique des accords d'Abraham, l'un des points sur lesquels ils ont insisté auprès des Américains et auprès des Israéliens, c'était justement de faire front contre l'Iran qu'ils regardent comme une menace directe. Alors, est-ce que vous pensez, dernière question, ce sera ma dernière question, Michel, est-ce que vous pensez que les démocrates, une fois à la Maison-Blanche, eh bien, vont, on va dire, pour aller crûment, se venger envers Benyamin Netanyahou, qui leur a fait pas mal digérer de couleuvres durant le mandat de Donald Trump? C'est tout à fait possible. Il est possible qu'un certain nombre des puissances, notamment d'argent, qui ont soutenu les démocrates dans cette campagne de 2020 et qui ont particulièrement soutenu Biden, veulent soutenir les adversaires de Netanyahou en Israël. Tout cela est possible. Maintenant, disons que le secrétaire d'État, moi je me fonde sur ce que des Israéliens ont dit. Donc des Israéliens proches de Netanyahou, des Israéliens très à droite, ont dit que c'était un homme intelligent qui comprenait bien ce qui se passait en Israël et autour d'Israël. Donc si on a affaire à des gens qui comprennent ce qui se passe au Moyen-Orient et en Israël, ils laisseront les Israéliens choisir démocratiquement leur leader. Eh bien, Michel Gruffinkel, merci beaucoup pour ce panorama donc, de l'Amérique au lendemain de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, après le départ de Donald Trump. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, Shavua Tov. Shavua Tov.